Parfait. Donc, ça va être un petit peu la suite là, de la présentation de Richard, finalement. Donc, c'est une présentation qui va porter sur plusieurs sujets, mais qui ont tous comme point commun de vouloir améliorer ultimement la prévision des débits au Québec et au Canada, en particulier pour la crue printanière, donc en partant de certaines problématiques liées à la neige. Donc voilà, les problèmes avec la neige, bien, on les connaît, on les a évoqués beaucoup au cours des présentations précédentes. Donc, on a relativement peu d'observations encore. Et quand je dis peu d'observations, c'est à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps. Donc, par exemple, on a parlé des relevés manuels qui sont en voie de disparition, mais si on considère juste les relevés manuels, bien, on n'a pas ça en continu dans le temps, donc c'est seulement pour quelques moments dans l'année. On a une forte variation des propriétés de la neige dans l'espace, puis c'est très important pour la crue. Et donc, dans ce qu'on fait, on est vraiment à grande échelle spatiale. Donc, cette variation-là des propriétés dans l'espace, on essaie un peu de la représenter, mais ça reste quand même qu'on est à très grande échelle. Donc, déjà l'échelle du bassin versant, mais ici, ça va être même l'échelle du Québec ou du Canada au complet. Donc, c'est vraiment dans un but, ultimement, d'améliorer la prévision des débits en rivière, en particulier pour la crue printanière. Donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est des travaux que j'ai comme séparés en différentes étapes. Donc, la première étape, bon, là, je vais passer peut-être là-dessus, là, sur les observations. C'est juste pour dire que dans la première étape, qui va être d'utiliser un filtre particulaire pour combiner un modèle de neige ou un modèle hydrologique avec différentes observations du couvert nival. Donc, la première étape, c'est ça. En fait, c'est de se dire, bon, ben, on voudrait pouvoir tirer parti de différents types d'observations. Ici, j'en ai représenté seulement deux dans la figure, donc seulement les données des SR50 et celle des relevés manuels. Il va y avoir quelques figures comme ça qui viennent de conférences, là, donc sont en anglais. Donc ici, c'est ça, j'ai seulement deux types d'observations que j'ai mis sur la figure, mais ultimement, le filtre particulaire qu'on a développé pourrait être adapté à des situations où on aurait aussi d'autres types d'observations. Donc, par exemple, je pense que la prochaine étape, ça va être d'inclure les GMON là-dedans. Donc, pour l'instant, on a seulement les SR50 et les données de relevé manuel. Donc, l'idée, en gros, du filtre particulaire, comment ça fonctionne, c'est illustré sur cette figure-là. Donc, on part d'un certain instant et on va perturber notre modèle. Donc, dans notre cas, pour notre première étape à nous, c'est le modèle en question, c'est le module de neige d'Hydrotel qui a été exclu d'Hydrotel. Donc, il est comme sorti d'Hydrotel puis il peut fonctionner à part. Donc, on va venir perturber ce modèle-là, entre autres en perturbant les entrées météo. Donc, il prend comme entrée, lui, la précipitation et la température. Et puis, on vient ajouter des perturbations finalement à ces observations-là de précipitation et de température. Donc, chacun des points de couleur représente une version perturbée de notre modèle de neige qu'on fait évoluer comme ça dans le temps, donc jusqu'à l'instant T plus 1, qui est un instant où on aurait peut-être soit une observation de SR50 et ou une observation de relevé manuel. Ces observations-là ont chacun leurs incertitudes. Donc, il faut se définir un espèce de modèle d'incertitude. Ici, on a supposé que les SR50 avaient plus d'incertitudes que les relevés manuels. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donner un poids aux simulations. Donc, par exemple, ici, la simulation qui est en vert, puis en fait, ces simulations-là, on va les appeler des particules, donc d'où le nom du filtre particulaire. Donc, celle-là, en vert, on va lui donner beaucoup de poids parce qu'elle se retrouve pas mal vis-à-vis l'observation qui vient du relevé manuel, puis est aussi recoupée là, par l'observation qui provient du SR50. Donc, en venant modifier les poids qu'on donne à nos particules, bien, on va continuer comme ça dans le temps là, à faire évoluer le modèle là, pour les différents pas de temps. Puis, ça va arriver des fois que certaines particules ou certaines simulations vont être très loin des observations, comme possiblement celle qui est en rouge ici. Et on pourrait à ce moment-là venir éliminer ces particules-là et faire un rééchantillonnage pour avoir seulement des particules qui seraient
plus représentative, disons, ou qui collerait un petit peu mieux aux observations. Donc ça va être de façon générale notre méthode d'assimilation de données. Et puis, pour commencer, on a commencé avec seulement un type d'observation qui était les relevés manuels. Donc, c'est ce que j'ai appelé l'étape 1, assimilation des relevés manuels seulement, à l'aide du modèle de neige d'hydrotelle et des relevés manuels. Donc, sur la figure ici, ça illustre un peu les données qu'on avait pour faire ça. Donc, en bleu, c'est ce qui a été utilisé pour la calibration, donc la calibration de notre filtre particulaire. C'est les données, ça correspond aux stations uniquement du MELCC. Et puis, en rouge, c'est un jeu de données qu'on a reçu un petit peu après parce qu'il y avait eu certaines démarches là, nécessaires pour obtenir les permissions pour les données. Donc, c'est les données des partenaires, donc les partenaires du RMCQ. Quelques mots là, rapidement sur le module de neige d'hydrotelle. En gros, c'est un module de neige de type degré-jour. En fait, c'est qu'il essaie de faire un bilan d'énergie, mais basé sur la température. Donc, il ne prend pas de données de rayonnement en entrée. C'est uniquement précipitation-température. Il y a 6 paramètres qui étaient déjà calibrés. C'est une calibration globale. Et il y a 5 variables d'état, incluant l'équivalent en eau de la neige. Comme données d'entrée, ce qu'on a utilisé, c'est les grilles de précipitation et de température, donc température min et max, sur une grille régulière de 10 km par 10 km. C'est une grille qui a été obtenue en crigeant les stations du RMCQ. Et puis, ce qu'on a fait pour l'intégrer, en fait, dans notre méthode d'assimilation, c'est qu'on a utilisé la variance du crigeage comme, on a considéré que c'était l'écart type, en fait, d'une distribution gaussienne qu'on venait ajuster autour de nos valeurs d'entrée, finalement. Parce que, en fait, ce qu'on voulait faire avec notre filtre particulaire, c'est d'arriver non seulement à inclure plusieurs types d'observations pour la neige à l'intérieur du même filtre particulaire, mais aussi de s'assurer d'une certaine cohérence spatio-temporelle de toutes les perturbations qu'on faisait, de façon à ce que les poids qui étaient obtenus au site où on a des données, par exemple où on a des relevés niveaumétriques, à ce qu'on puisse interpoler ces poids-là dans l'espace pour pouvoir appliquer le filtre particulaire aux endroits où on n'aurait pas d'observation de la neige aussi. Donc, c'est important qu'il y ait cette cohérence-là. Donc, le fait d'utiliser la variance du crigeage nous aidait là-dedans. Et puis, dans les perturbations qu'on a fait aussi, on a ajouté une dépendance là, dans l'espace et dans le temps pour essayer justement que ça forme un tout qui soit cohérent. Donc, j'ai 2 figures de résultats pour ça. Donc, cette figure-là, ce que ça montre, c'est un peu une comparaison de différentes situations. Donc, en bleu, on a ce qu'on appelle la simulation open loop. Donc, la simulation open loop, c'est quand on fournit en entrée du module de neige d'hydrotelle les observations de précipitation et de température. On ne fait pas d'assimilation. Donc, on laisse le modèle simuler ce qui se passe avec la neige. Donc, c'est un peu notre point de base, là, finalement. Donc, on essaie de partir de cette courbe-là en bleu puis de venir l'améliorer. Et la courbe en jaune, ce que ça représente, c'est le filtre particulaire, mais appliqué localement. Donc, ça, c'est un peu du jargon qu'on s'est comme défini nous-mêmes. Ce que je veux dire par appliquer localement, c'est que j'évalue finalement la performance du filtre particulaire, mais exactement au point où je l'ai appliqué, donc à un endroit où j'avais des observations. Fait que ça représente un peu notre limite supérieure. Donc, par exemple, ici, on voit pour la figure A, c'est le critère d'efficacité de Nash-Sutcliffe. Donc, c'est un peu la distribution finalement de ce critère-là sur tous les points qu'on avait. Donc, dans la figure où je montrais la carte tout à l'heure, on voyait que j'avais plusieurs points. Puis en fait, on est ultimement sur une grille de 10 km par 10 km qui couvre une très grande portion du Québec. Donc, on a un peu deux limites là, en termes de performance. Donc, on a comme une limite supérieure qui est représentée par ce qu'on voit là, en jaune et une limite inférieure qui est la simulation open loop, donc le modèle juste tel quel.
Donc, ensuite de ça, les deux autres courbes, la courbe en rouge et la courbe en vert, celle qui est en rouge, ça représente ce que le MELCC font actuellement, c'est-à-dire une insertion directe des relevés manuels qui est comme spatialisée là, à l'aide d'une méthode qui s'appelle l'interpolation optimale. Et puis en vert, on a l'effet du filtre particulaire spatialisé. Puis là, ben, en termes de Nash-Sutcliffe, ça peut paraître décevant à première vue parce que ce qu'on voit, c'est que la courbe verte est pratiquement superposée à la courbe rouge, mais en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle pardon, parce que notre filtre particulier il est beaucoup plus, il a une capacité éventuellement de généralisation plus importante, c'est-à-dire qu'on pourrait ajouter plus de types d'observations à l'intérieur comparativement à juste une insertion directe. Et puis, le filtre particulier, en fait, il fait comme un compromis entre le modèle et différents types d'observations. Donc, le fait qu'il nous ramène un peu à quelque chose de à peine supérieur à l'insertion directe, pour nous, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, là, au contraire. Donc, c'est juste que, un signe que la méthode fonctionne finalement. Donc, on voit un peu les mêmes distributions, mais pour d'autres indicateurs de performance, comme par exemple là, le RMSE. Donc, dans tous les cas, ça fonctionne assez bien. Puis, tout le long de cette expérience-là sur le fil particulier, on a travaillé en validation de type Leave One Out. Et quand on a soumis l'article par rapport à ça, un des réviseurs a mentionné que ce serait bien d'avoir aussi une validation sur un jeu de données indépendant. Puis ça a plutôt bien tombé parce que durant le processus de révision, on a reçu justement les données des partenaires. Donc, ce qui a fait en sorte qu'on avait un jeu de données indépendant qui est arrivé. Et puis, on a été chanceux avec notre jeu de données indépendant parce que si on refait la même chose, le même exercice, mais sur ce nouveau jeu de données indépendant-là, bien là, ça donne que notre méthode de fil particulier spatialisé, et on voit un petit peu plus de démarcation par rapport à l'insertion directe, en fait, des relevés. Donc, encore plus une amélioration. Honnêtement, c'est un peu c'est un peu biaisé là, par l'échantillon. Donc, c'est, comment je pourrais dire ça, c'est plus ou moins un coup de chance qu'on voit une démarcation à ce point-là. Mais dans tous les cas, notre méthode fonctionne. Ça ici, c'est juste pour illustrer le fait qu'on a réussi à maintenir une certaine cohérence dans l'espace. Puis c'est sûr qu'on a des pixels assez larges, là, ça reste que tout est sur une grille de 10 km par 10 km, puis on est bien conscient qu'à l'intérieur même de chaque tuile de notre grille, il va y avoir une variation, mais on maintient une certaine cohérence. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est pour deux dates différentes. On voit la simulation open loop sur une certaine portion là, du domaine. On voit le résultat de l'insertion directe et de notre fil particulier. Donc, évidemment, il n'y a aucune des images qui est complètement identique, mais ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, on a une structure spatiale qui est maintenue. Et puis aussi, ce que je veux mentionner, c'est que ben, dans tous les cas, dans le cas en fait, de l'insertion directe et du fil particulier, on a une représentation de l'équivalent en eau de la neige qui est différente de celle de Open Loop, mais ça, c'est attendu parce que si ça ne l'était pas, il n'y aurait pas d'intérêt à faire de la simulation, en fait, puisque ce qu'on veut, c'est améliorer justement la simulation Open Loop. Donc, on a fait une première publication par rapport à ça en 2019 sur le filtre particulier en tant que tel. Puis après ça, bien, on a voulu passer vers l'ajout des données de SR50 à notre filtre particulier, sauf qu'avant de pouvoir faire ça, il fallait faire une autre étape que j'ai appelée l'étape 2, qui était de convertir les hauteurs de neige en équivalent en eau de la neige. Parce que c'est ça que les SR50 vont nous fournir. Donc, ils vont fournir la hauteur de neige et non l'équivalent en eau. Donc là, on a eu l'idée, en fait, de procéder à l'aide d'un ensemble de réseaux de neurones. Donc ça, c'est une petite figure qui illustre schématiquement qu'est-ce que c'est un réseau de neurones. Et ça, donc à droite, on voit un peu les caractéristiques, comme par exemple l'algorithme qu'on a utilisé pour l'optimisation des paramètres, qui était dans ce cas-ci l'Evenberg-Marquardt. Donc, il a fallu déterminer le type de variable d'entrée, en fait, quelle variable d'entrée, le nombre de neurones cachés, donc ici, il ne devrait pas avoir de virgule, le nombre d'époques d'entraînement aussi, donc on a fait plusieurs tests pour ça.
On a choisi un peu arbitrairement d'avoir un ensemble de 20 réseaux de neurones et ils sont tous un petit peu différents parce qu'il y a une initialisation aléatoire des paramètres au début. Aussi, on a décidé de modéliser comme variable de sortie la densité et non l'EEN directement parce qu'il y a déjà une bonne relation, il y a une assez forte corrélation entre la hauteur de neige et l'équivalent en eau de la neige. Ce qui pose le plus problème, c'est la densité. Donc, on a décidé de plutôt s'orienter sur ça. Donc, on a testé différentes possibilités, entre autres là, de faire un modèle différent pour chaque région hydrographique, mais ça ne faisait pas vraiment de différence de faire ça. Donc, on est allé finalement plus globalement. Et puis, notre configuration finale, c'était d'avoir 6 neurones, 10 époques d'entraînement, de façon à ce qu'il reste quand même une certaine variabilité là, dans l'ensemble. Et puis, on a voulu comparer notre méthode de conversion à 2 méthodes qui existent déjà dans la littérature. Donc, c'est les 2 équations que vous voyez ici en bas. Donc, l'équation 2, c'est l'équation, j'essaie de retrouver les noms, donc l'équation de Jonas 2019. Donc, dans le fond, lui, Jonas et Al 2019, ils prennent une équation de régression très simple là, entre la hauteur de neige, donc HS, et avec des paramètres A et B qui doivent être calibrés là, selon le type de neige, en fait, donc selon la région à laquelle on veut appliquer ça. Et puis, il y a un autre modèle qui est aussi utilisé couramment dans la littérature, qui est celui de Sturm et al. En 2010. Et c'est une régression aussi, mais qui est tout simplement plus raffinée. Donc, on a encore notre hauteur de neige ici, la date, en fait, le jour de l'année. Et puis, on a 4 paramètres à calibrer ou à déterminer d'après notre échantillon. Donc, la densité max, la densité minimum et encore une fois, des paramètres A et B là, qui sont à calibrer pour nos données. Donc, ça, c'était un peu notre base de comparaison, plus un modèle un peu naïf dans lequel on avait une densité constante pour la phase d'accumulation, puis une densité constante pour la phase d'ablation de la neige. 2 densités qui étaient tout simplement les valeurs moyennes qu'on avait dans notre échantillon d'observation des relevés manuels. J'en profite pour te rappeler qu'il reste un petit 3 minutes au Mon Dieu, total. j'ai vraiment préparé une présentation qui était trop longue, fait que je vais aller vraiment super vite. Dans le fond, la conclusion de cette étape-là, l'étape 2, c'est que ça a bien fonctionné. OK? Donc, dans le fond, ici, on voit un graphique de la densité mesurée par rapport à ce qui a été estimé. Donc, c'est assez difficile de voir quelque chose de convaincant là-dedans, sauf que quand on le convertit en équivalent en eau de la neige, ben c'est là qu'on a un gain par rapport aux 2 autres modèles et par rapport à un benchmark qui était d'utiliser les densités constantes. J'ai mis d'autres figures un peu semblables. Donc ici, c'est la comparaison de notre modèle pour l'estimation de l'équivalent en eau de la neige comparativement au modèle de Sturm et au modèle. En fait, il y a une erreur ici, je m'aperçois. Ça devrait être les. Oh non, OK, c'est bon. C'est la densité et l'équivalent en eau de la neige. Donc, ici, on se compare juste à Sturm. Puis, graphiquement, ce n'est pas super évident, mais quand on regarde les coefficients de corrélation, bien là, ça l'est un peu plus. On voit l'amélioration. Puis ici, bien, on a la comparaison avec Sturm et aussi avec Jonas là, qui ne fonctionnait pas très bien, puis avec notre benchmark un peu naïf là, de densité constante. Donc, la conclusion, en fait, pour cette étape-là, c'est qu'on a eu une amélioration assez intéressante là, avec notre modèle de conversion. Puis là, je pense que comme il ne reste pas beaucoup de temps, je n'aurai pas le temps de passer tout dans le détail, mais dans le fond, je veux juste mentionner qu'on a fait une deuxième étape à une étape B, disons, donc 2B, avec un étudiant qui s'appelle Constantin, qui est venu faire la portion recherche de sa maîtrise ici. Donc, on a fait beaucoup de slackline et aussi, on a amélioré le modèle de Jean et on l'a généralisé à l'ensemble du Canada. Donc, c'était Jean Audry qui avait fait la première portion, là, donc le modèle de conversion des hauteurs de neige en équivalent en eau de la neige pour le Québec. Avec Constantin, on l'a généralisé à tout le Canada avec une séparation selon les régions, en fait, les types de neige de Sturm.
Et puis, on a pu, de différentes façons, améliorer encore notre estimation. Donc, c'est un peu ce qu'on voit ici là, dans le graphique E qu'on a en bas. Donc, ça, c'est comme la version finale de notre modèle de conversion des hauteurs en équivalent en eau de la neige. Donc, tout ça, c'est détaillé dans un article qui vient juste d'être accepté. Donc, il va être publié probablement très bientôt. Et puis, pour la suite, ben, en fait, on s'enligne vers l'assimilation combinée des SR50 et des relevés manuels. Je vais passer là-dessus. Ça, c'est des travaux qui sont terminés, mais la publication n'est pas encore terminée là, de rédiger. Donc, je vais devoir passer sur ça. En gros, les conclusions de cette étape-là, c'est que si on a seulement des SR50, ça vaut la peine de les assimiler seuls. Mais si on a à la fois des SR50 et des mesures qui seraient plus exactes, disons, comme par exemple les relevés manuels, ben à ce moment-là, les SR50 n'apportent pas beaucoup parce qu'ils ont plus d'incertitudes. On aimerait aussi, dans les étapes futures, intégrer d'autres types d'observations, dont les observations citoyennes du réseau COCORAS, qui ont été mentionnées plus tôt. Et comme Richard l'a mentionné, ben, là, on vient juste de commencer l'étape d'intégrer ces cartes-là DEN dans les modèles hydrologiques. Donc, on commence par Hydrotel. Et il y a un autre projet qui s'en vient avec Environnement Canada d'intégrer ça dans Raven, en fait, une version Raven du modèle HBB. On voudrait comparer aussi avec SNODAS, qui est couramment utilisé là, à des fins de modélisation hydrologique, et évaluer la contribution de l'assimilation de la neige pour la prévision à longue échéance.